13 h. Vous êtes au Burkina Faso. Vous avez des questions sur le dossier dit des biens mal acquis présumés de la famille présidentielle du Congo-Brazzaville. Oui, exactement. On vous écoute. Deux procureurs américains ont engagé une enquête contre Denis Christel Sassou Nguesso, le fils du président congolais, pour des biens mal acquis. Oui. Comment s'est déroulée l'enquête des procureurs? Effectivement, comment s'est déroulée cette enquête? Vous avez été plusieurs à nous appeler pour en savoir davantage. Dans le collimateur de la justice américaine, il y a un luxueux appartement de plus de 300 mètres carrés au 63e étage d'un gratte-ciel du côté de Miami. Bonjour Florence Maurice. Bonjour. Vous avez pu consulter la requête des procureurs américains qui affirment que cette propriété aurait été acquise par le fils du président de la République congolais, Denis Christel Sassou Nguesso, avec de l'argent public détourné. Racontez-nous un peu les coulisses de cette affaire, de cette enquête. Alors évidemment, l'instruction judiciaire est secrète, donc on n'a pas tous les détails sur la façon dont s'est déroulée l'enquête, mais lorsqu'on lit le document de la justice américaine que j'ai pu consulter, c'est-à-dire cette demande de saisie de la propriété à Miami dont vous parliez, on comprend qu'ils ont en fait remonté pas à pas le circuit de l'argent utilisé selon eux pour acheter cette propriété et déjouer au passage les tentatives d'abord de masquer le vrai propriétaire, selon eux. Ils expliquent par exemple comment l'argent de cette vente qui aurait permis cet achat aurait principalement été versé par un des associés de Denis Christel Sassou Nguesso, un certain associé A, présenté comme un Gabonais à l'origine mais dont le nom n'est pas dévoilé, et que le fils du président ne se serait ensuite rajouté qu'à la dernière minute sur l'acte de vente, et encore sous le pseudonyme de Denis Christel, 2LE, une féminisation de son nom. Il raconte aussi comment, selon eux, l'origine des fonds aurait été masquée, et ils ont essayé de comprendre comment finalement l'argent aurait pu quitter les comptes de la Société nationale de pétrole. Et là, c'est assez étonnant, les procureurs disent avoir eu accès à des emails qu'ils reproduisent dans la demande de saisie, des emails où Denis Christel Sassou Nguesso demanderait tout simplement au patron de la BGFI, une banque gabonaise qui héberge les comptes de la Société nationale de pétrole, de transférer des millions de dollars sur le compte d'une de ces sociétés écrans situées dans la même banque. Une opération qui semble assez simple finalement, et selon eux répétée à plusieurs reprises. En tout cas, Florence Maurice, on a comme l'impression que cette enquête est très détaillée. Oui, alors il faut dire que les procureurs américains ont quand même beaucoup de pouvoir d'enquête, et ils semblent donc avoir eu accès à beaucoup d'éléments, des emails, donc des factures, mais aussi bien sûr des relevés bancaires. Ils affirment par exemple que Denis Christel Sassou Nguesso aurait eu jusque 4 comptes au sein de la Bank of America, dont au moins un aurait été ouvert sous ce même pseudonyme de Denis Christel 2LE au féminin, et ouvert avec, selon eux, un faux passeport délivré à ce nom par les autorités du Congo. Ce niveau de détail fait dire à l'ONG Global Witness, qui a enquêté sur ce sujet, qu'on a là, je les cite, une illustration rare du cycle complet de la kleptocratie, autrement dit, selon eux, la façon dont les membres d'une famille présidentielle peut s'accaparer des fonds publics à des fins personnelles. Herman a une seconde question à vous poser, Florence Maurice. Herman. Oui, ma deuxième question est: quelle est désormais la suite de la procédure et que risque Denis Christel Sassou Nguesso? Alors, déjà, où en sommes-nous dans cette procédure, Florence Maurice? Alors, on en est à cette demande de saisie. En fait, il faut bien comprendre, dans la justice américaine, là, on est face à une procédure civile. Bien sûr, Denis Christel Sassou Nguesso est présenté comme l'auteur présumé des détournements, mais l'acte juridique qui a été posé vise d'abord à saisir la propriété. Il n'est pas formellement accusé, le fils du président congolais. Maintenant, les personnes
personnes visées ont la possibilité de revenir vers la justice américaine pour tenter de prouver que non, la propriété aurait été acquise légalement. C'est à eux qu'il revient de le prouver. S'ils ne le font pas, s'ils n'y arrivent pas ou s'ils ne se manifestent pas, eh bien la propriété sera saisie. Et selon nos informations, pour le moment, personne ne s'est manifesté pour protester contre cette demande de saisie. Ça, c'est la première étape. Ensuite, la justice pourrait décider dans un second temps d'ouvrir une procédure pénale cette fois pour engager véritablement des poursuites contre les auteurs du détournement présumé à ce stade, mais ça n'est pas automatique et c'est une autre procédure. Donc en l'état actuel des choses, le fils Denis Christelle Sassou Nguesso n'encourt pas de peine particulière autre que la saisie de cette propriété. Y a-t-il eu des réactions à Brazzaville? Est-ce que Denis Sassou Nguesso, Denis Christelle Sassou Nguesso, qui est aujourd'hui député, a-t-il commenté cette décision de justice américaine ou pas? Alors je l'ai contacté, moi et d'autres, silence radio de son côté, mais aussi du côté de la présidence du Congo, également du côté du gouvernement et même de la Société nationale de pétrole. Il faut dire que voilà, c'est pas les premiers soupçons de cette nature qui apparaissent. En revanche, la société civile congolaise a réagi. La plateforme des organisations de la société civile réclame, et depuis un moment déjà, la levée d'immunité parlementaire de Denis Christelle Sassou Nguesso. Ils ont même saisi l'an dernier la justice congolaise pour lui demander d'ouvrir une instruction, mais rien n'a été fait en ce sens pour le moment. Bon, je crois que, bonjour très chers amis, démocrates africains, un peuple du monde entier, je crois que vous m'entendez très bien. Juste faites-moi un petit signe si jamais il y a des soucis de son. Là, c'est toujours l'affaire Sassou Nguesso Christelle Denis qui fait le tour de tous les médias. Et nous étions là sur RFI avec Juan Gomez. Vous avez bien entendu la journaliste de RFI dire que elle a eu à contacter la Société nationale des pétroles du Congo et Denis Christelle Sassou Nguesso. Ces gens-là n'ont jamais répondu. Et puis du côté de Miami, vous entendez bien que même Sassou Nguesso Christelle Denis, ni le régime de Sassou, n'a jamais même pu envoyer un avocat. Donc pour eux, ils s'en foutent éperdument des fonds du Congo, du fait que les maisons vont être récupérées. C'était clair. Ils sont coupables. Donc ils ne peuvent pas oser contredire les autorités américaines. Et c'est cela qui est la vérité. Et si nous étions dans un pays sérieux, nous pensons que Okongakala devait déjà réagir. Ce matin, qui ont lieu à l'hôpital Léono. Hé, les mesures barrières, attention les OPJ. Non, c'est pas grave. Ah oui? Suite aux événements de ce matin, je vous ordonne de procéder immédiatement à une enquête de flagrance, déceler les auteurs, interpeller le ou les tout sachants, le cas échéant, entendre sur le procès verbal tous ceux ou toutes celles qui sont impliqués dans cette affaire, les médecins, les aides-soignants, les infirmiers. Et vous me les placez tous en garde à vue. Me rendre compte immédiatement. À exécuter. Sans défaillance ni complaisance. C'est une enquête de flagrance. Vous placez, prenez toutes les mesures utiles à la manifestation de la vérité. Me rendre compte. Silence, silence. Okongakala devait réagir. Il devait y avoir une plainte. Le faux Parlement devait réagir. Les députés devaient protester pour l'arrestation de Denis Christelle Sassou, pour le énième scandale à la puissance exponentielle.
Jouissez maintenant. Parce que quand la tempête va commencer, vous n'allez jamais vous échapper. Continuez de jouir comme l'a fait Nguesso Edgar. 20e anniversaire de mariage, une fête à grande pompe, beaucoup d'invités, l'on danse, l'on boit. Pendant ce temps, les hôpitaux manquent de tout. Et pourtant, ils ont parlé des mesures barrières contre coronavirus au Congo, n'est-ce pas? Ce qui est quand même curieux, c'est que eux, ils ont organisé leur fête dans la jouissance avec des milliers d'invités, on peut dire comme ça. Mais la société civile congolaise a demandé une petite marche de 50 personnes en respectant les mesures de barrière relatives à coronavirus. Et ça, on les a refusés. Les Nguesso peuvent jouir, les Nguesso peuvent danser, peuvent célébrer les fêtes d'anniversaire à des coûts de millions de dollars américains des fonds du Congo. Pendant ce temps, les hôpitaux manquent de tout. Les Congolais continuent de mourir matin, midi, soir. Les Congolais manquent d'emploi, manquent de travail, manquent d'hôpitaux. Mais eux, ils peuvent bénéficier des évacuations sanitaires en Europe. Et les Congolais partent dans les mouroirs pour se faire enterrer après. Jouissez maintenant, dites à Edgar Nguesso. Jouissez maintenant. Quand la tempête va sonner, il n'y aura plus de jouissance. Oui, l'autre Nguesso Wilfrid César, qui invoque Dieu, qui fait semblant de se cacher derrière Dieu, en disant que c'est leur corps qui leur pousse dans le péché. Nos esprits certainement sont disposés à te servir, à faire ta volonté, Seigneur. Mais cette chair, cette poussière, Seigneur, nous tire vers le bas. C'est pour ça, Père, que je crie. Oh Dieu, soutiens-nous, Père éternel. Soutiens-nous, Père, afin que nous ne chancelons toi. Nous voulons, Seigneur, garder nos regards tournés vers toi, Seigneur. Mais il est dans tous les scandales financiers, le vol, le pillage des fonds du Congo. Du haut du Mont-Royal, l'un des plus beaux points de vue de la ville. Ici, dans le Vieux-Port, Montréal, carte postale. Le visage de la métropole change au quotidien. Le journaliste Hugo Jonca du bureau d'enquête surveille attentivement sur une base régulière les transactions immobilières. C'était en juin 2016, en plein boom des condos à Griffintown. Il y a une transaction un jour qui attire mon attention, c'est celle d'Ibrahim Hissène Bourma. C'est le beau-frère du dictateur tchadien Idriss Déby. Lui, tout d'un coup, il achète plus de 3 millions de dollars de condos d'un coup. Une année complète d'enquête journalistique menée par Hugo Jonca et ses collègues pour apprendre que des dizaines de propriétés, particulièrement ici à Montréal, sont entre les mains des politiciens, des hauts gradés et des hommes d'affaires proches des régimes les plus corrompus d'Afrique. Ils investissent depuis des années dans l'immobilier québécois, presque toujours sans prendre d'hypothèque, ce qui ne semble pas avoir éveillé la curiosité des autorités. C'est des dizaines de propriétés, mais c'est une quinzaine de personnes, puis il y en a pour plus de 30 millions de dollars. Vous avez bien entendu autour de 35 millions de dollars de propriétés achetées au Québec par des individus qui, pour la plupart, ont fait l'objet d'enquêtes pour divers délits ou crimes financiers, soit dans leur pays d'origine, soit en Europe, où les procès sur la corruption de despotes africains se multiplient. On vous amène à l'île des Sœurs, rue O'Reilly, un condominium d'1,6 million de dollars détenu par Rachida Kaba. Son mari, Tite Kaba, est soupçonné d'avoir produit un faux titre foncier au Congo-Brazzaville au bénéfice d'un proche du dictateur Denis Sassou Nguesso. Le couple Kaba a transigé pour près de 4,5 millions de dollars en propriété depuis 2008 à Montréal et dans les Laurentides, mettant la main notamment sur cette somptueuse demeure de plus d'1 million de dollars à Piémont. D'autres exemples des recherches approfondies du bureau d'enquête. À Gatineau, 2 immeubles d'appartements détenus par Jean-Jacques Bouya, un ministre congolais au cœur des pires systèmes de corruption d'Afrique. Il est parvenu à dépenser près d'1,5 million de dollars dans le secteur Elmer. Que l'amour de Dieu. Wilfrid Nguesso, fils de dictateur. Il est propriétaire de cette maison d'1,4 million dans Ville-Mont-Royal. La France vient de l'arrêter pour blanchiment de détournement de fonds publics.
La tour de Condotel Le Cristal, où Voltaire Bressetto Bami détient 2 unités, un homme d'affaires sous la loupe des autorités anticorruption françaises. Son investissement au centre-ville, près d'1 demi-million, sans hypothèque. Si en Europe, les autorités ont lancé la chasse aux biens mal acquis, au Canada, non seulement l'expression n'existe pas, mais personne ne pose encore la question à ces investisseurs. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal. Et ça, la Cour fédérale du Canada l'a déjà dit plusieurs fois. Vous vous souvenez, hein? Allez-y donc regarder le dossier Wilfrid Nguesso à la Cour fédérale du Canada. On va vous donner le numéro de dossier et allez-y chercher qui est venu avec ses prières et dont la dame à côté nous parlait dans une langue qui n'existe pas. Oui, vous pouvez continuer à vous cacher derrière votre Dieu qui n'a jamais existé. Vous pouvez continuer à vous cacher derrière le nom de Yahvé, de Nkwami Kango ou Nkwalulendo dans la fausseté. Vous pouvez continuer à endormir le peuple de Dieu avec vos fausses prières quand la tempête va commencer. Votre Dieu ne sera plus là parce qu'il est faux, le Dieu que vous priez. Parce que vous priez le Dieu qui est contraire du Dieu du peuple de Congo-Brazzaville. Bon, ça c'était juste simplement la partie introductive de ce direct d'aujourd'hui. Nous voulons aujourd'hui vous parler le rôle que joue la diasporie dans tout son ensemble, ce rôle que joue cette diasporie pour maintenir le pouvoir du tyran du neuron tropical, pour retarder la libération du Congo. Le rôle de la diasporie. On va donc voir le quoi. C'est quoi ce rôle-là que joue cette diasporie-là pour maintenir le pouvoir du tyran et retarder la libération de tout un peuple que nous appelons le Congo-Brazzaville. C'est quoi ce rôle-là? On va parler de ce rôle. On va parler le pourquoi du rôle qu'on a donné à la diasporie. Le pourquoi. Et comment cette diasporie-là opère. Et les conséquences par rapport à la libération du Congo. Vous savez, la diasporie a un rôle qu'elle joue pour maintenir le pouvoir de tyran. Et ce rôle-là est subdivisé en 5 missions. Nous allons donc voir le contenu de chaque mission. La première mission de cette diasporie, c'est de faire de la contre-résistance. On fait la contre-résistance à tous les fils de ce pays qui se sont levés, partout où les enfants du Congo, les fils et des filles de ce pays se sont levés pour changer le mal qui mine le Congo. Donc, le rôle de la diasporie dans sa première mission, c'est la contre-résistance, s'opposer aux véritables résistants. On en a vu cette diasporie mener un certain nombre d'opérations. Voler le téléphone du président des Indiens 242, falsifier de Western Union pour essayer de briser la réputation du représentant du système baie vitrée. Une dame qui opère au niveau de l'Allemagne, qui essaie de briser tout le travail que fait Isidore Ayatonga, les Indiens 242, le représentant du système de baie vitrée, bref, tous les résistants qui sont dans le vrai dans cette lutte. Et cette dame vient toujours avec une fausse contre-expertise. Mais bien sûr,
elle est payée par rapport à cette mission. C'est-à-dire qu'elle essaie de lever très haut les enchères en disant je m'attaque à Bernard Pongui, je m'attaque à Yatonga aujourd'hui, et j'ai besoin de temps. Et ce qu'elle fait, le rôle, pour emmener les gens vers la diversion, la distraction, en essayant de nous donner l'étiquette de vampire, l'étiquette de franc-maçon, l'étiquette que nous sommes égaux à Sassou. Et si encore les Congolais qui ne comprennent pas cette mission, vous pouvez toutefois déduire que oui, elle pouvait être contre Pongui, mais elle ne peut pas aussi être au même moment contre Roland Nitou, contre Ayatonga, contre Gertrude Malalou, ou encore tous les autres Congolais qui se battent véritablement dans cette lutte. Donc, c'est une contre-résistance. Elle joue la contre-résistance, c'est-à-dire un contre-flot, un contre-débit, pour créer une turbulence dans la résistance. Donc, freiner potentiellement l'avancement de la libération du Congo. Donc, la contre-résistance. Il faut dire que tous ces gens-là qui jouent de la contre-résistance ont toujours des acquaintances avec la fausse opposition politique dirigée soit par Nzo Mathias, Fatima Biala, Kolela Parfait, Monari Claudine, Mberi Martin, Nierassa, ainsi de suite. C'est des gens qui ont des ramifications directes, soit avec la fausse opposition politique, soit directement des acquaintances avec le pouvoir en place au Congo, le pouvoir usurpateur, destructeur de la vie sociale, destructeur du développement du Congo, un pouvoir qui tue, un pouvoir qui détruit. Et ces gens, comme on dit en anglais, ils sont fuel out, ils ont une connexion directe. La contre-résistance est aussi par le biais de leurs médias sur la place de Paris. À l'exemple de Ziana TV, qui est l'extension de la télé Congo, qui vous fait la propagande du régime de pouvoir sur la place de Paris, donc au sein de la diaspora. Nous ne voyons pas la valeur ajoutée des gens qui ont volé 30 000 milliards des fonds du contribuable congolais, et que ce fameux média, entre guillemets, au nom des libertés d'expression que nous savons qui n'existent pas au Congo, mais ces gens-là peuvent venir s'exprimer sur la place de la diaspora. Quand même curieux. Ils ont aussi leur temps d'antenne tout le dimanche, nous animent à travers un certain dimanche à 17h à travers un certain décolandrie où tous les griots du régime sont invités à faire de l'apologie directe de ce régime. Ça s'appelle la contre-résistance. Donc en réalité, ce temps d'antenne, c'est simplement, on peut l'intituler la radio Mille Collines, comme l'a fait la radio Liberté lors du coup d'État de Sassou de 1997 au Congo. Cette radio qui tenait la mobilisation, l'information au sein des gens du régime dont les mbochistes au pouvoir aujourd'hui. Aujourd'hui, cette contre-résistance d'information se fait à travers ce média géré par Makosso Cyr et Landry Deco. Mais vous pouvez comprendre que la contre-résistance fait d'énormes dégâts dans cette lutte. D'énormes dégâts. Ça décourage les bonnes volontés qui veulent financer la résistance. Ça décourage ceux qui veulent rentrer pour avancer la résistance. Ça décourage même la communauté internationale. Certains qui peuvent se dire, bon, il est peut-être temps d'aider les Congolais, mais ils hésitent parce qu'ils se disent que, mais entre eux, ils ne s'entendent pas parce qu'il y a deux courants. Et c'est cela le jeu que joue la diaspora dans l'une de ses missions. La deuxième mission de la diaspora, et ça c'est la plus dangereuse des missions, c'est la création des conflits. La création des conflits. Donc
On peut simplement voir quelques procès pour un certain nombre de nos compatriotes qui sont dans la résistance. On peut citer le procès Ayatonga avec le système de la France-Afrique. C'est-à-dire que la diasporie utilise tous les mécanismes nécessaires pour nous traîner dans les tribunaux, nous asphyxier financièrement, tout en sachant que le Congolais très souvent ne aide pas, ne contribue pas. Nous avons aussi vu, quand notre frère des indignés, le président des indignés Roland Nito a été attaqué en direct, les vidéos, les preuves en ligne. À ceux qui sont toujours mis à s'attaquer à la station amicale des indignés 242. Ah, bisous de Banako Kanisaka, il y a qui n'a combat pour le bien du peuple congolais, pour libérer le pays, mais apparemment... peu de Congolais ont contribué dans cette relevée de fonds que nous avons lancée sur les médias. Nous n'avons même pas pu atteindre le but. Même pas 2000 $ on a pu atteindre. Vous voyez, chers amis. Et cette mission de la diasporie, c'est éventuellement créer des conflits. Les conflits, ça se crée aussi entre nous. On essaie de mener la zizanie entre les résistants. On essaie de traîner certains nombres de résistants dans des guet-apens qui ont parfois des acquaintances avec le régime, donc découvraison, simplement entraîner le doute au sein même des résistants. Les divisions, nous sommes en train de regarder, lors des manifestations, on essaie de tirer des contre-courants, moins de Congolais se présentent dans les manifestations, dans les épreuves, pour mener à bien les opérations de la résistance. Ces gens-là opèrent aussi dans ces conflits-là par des stratagèmes d'empoisonnement. Nous savons que nous nous méfions des uns des autres, mais le courant de la diasporie, c'est aussi essayer de s'infiltrer dans les manifestations, nous identifier là où nous partons. Si nous nous partageons un verre de vin et de chercher à introduire un poison au sein de nous pour nous détruire. Donc, ça fait partie de la deuxième mission de la diasporie pour mener à bien les opérations du régime criminel de Sassou Nguesso et de le faire maintenir au pouvoir. La troisième mission de la diasporie, ce sont les renseignements. Oui, vous allez les voir. Ils nous suivent partout dans les médias sociaux. Ils nous suivent dans les groupes, ils sont là. Ils nous suivent à YouTube, à Twitter, ils sont partout. Matin, midi, soir, ils sont connectés. Ils veulent savoir là où nous vivons. Ils veulent savoir nos membres de famille. Dans la corruption, potentiellement de nous empoisonner et de nous tirer à balles réelles, comme déjà ce qu'ils ont fait au général Ferdinand Baou. De nous tenter des guet-apens, de nous tenir en embuscade, ainsi de suite, de nous faire des fils au niveau du régime au pouvoir usurpateur au Congo. Ils sont spécialisés dans les renseignements. On peut ici citer le cas de Mafimba Guy qui a été introduit par la DGST de Brazzaville sur la place de Paris et qui joue parfaitement ce rôle en vous faisant croire qu'il est avec vous, mais en réalité il ne travaille jamais pour vous. Quand les anges de ce régime arrivent sur la place de Paris, ils sont toujours dans toutes les réunions possibles. Et ils sont nombreux comme ça. Certains vous parlent d'une fausse candidature. Il ne s'agit pas simplement de la place de Paris, mais aussi en Afrique du Sud, des gens comme des Roger Nzaba. En Amérique du Nord, il y en a partout. Au Canada, nous avons vu ces gens-là qui nous disaient des résistants, mais qui ont changé, tourné des vestes à la dernière minute. On les a vus aller rencontrer le fameux ambassade du Congo ici au Canada. Il faut savoir aussi que l'ambassade qui a été implantée au Canada pour essayer d'étouffer la résistance de l'Amérique du Nord, éventuellement la résistance canadienne, que certains
se sont fait prendre dans cet enclos, dans ce piège. Certains sont allés même solliciter un rendez-vous avec le tyran, le Néron tropical, à travers leur ambassade ici au Canada. Donc vous voyez que tout ça, ça fait partie des renseignements. Ils ont même donné nos adresses, malheureusement pour eux, quand à l'époque où nous avons été ensemble, nous avons changé de maison, donc ils ne pouvaient pas nous repérer. Nous avons changé tous les numéros, ils ne pouvaient pas nous repérer, ainsi de suite. Nous avons tout changé, oui, chers amis. Et donc, c'est comme ça que ça s'opère. Les renseignements qui tuent, qui détruisent, qui nous traquent partout et qui fait retarder la chute du régime Sassou. On peut regarder rapidement la 4e mission, ce sont les cellules d'hormones. Cette diaspora est couronnée, ils sont couronnés à travers quelqu'un au sein de ce régime dictatorial, par qui l'argent vient, par qui les fonds sont envoyés. Et ces gens-là continuent de faire l'apologie du régime. On peut prendre le cas de André Ngombe, qui autrefois vous disait qu'il était avec vous, mais il a des acquaintances directes avec les gens du régime et qui vous parle aujourd'hui de quelqu'un candidature, tout en sachant qu'une candidature dans le régime pareil ne peut donner gain de cause. Des gens qui ont des connexions avec la fausse opposition politique, Parfait Kolelagui, sur la place de Paris, au Canada, aux États-Unis, partout au sein de la diaspora, en Afrique du Sud, des gens qui ont des acquaintances avec Pascal Satima-Biala, des hommes et des femmes qui sont prêts à jouer un rôle très important, de nous donner des coups tordus, des coups bas, pour faire avancer la cause du tyran, du Néron tropical, et de pérenniser son pouvoir. Les cellules d'hormones sont partout, bien ancrées, bien positionnées. C'est comme ça que cette diaspora fonctionne. On peut simplement essayer de regarder la toute dernière mission de la diaspora. C'est la continuité de l'État. La continuité de l'État au niveau de cette diaspora, c'est simplement dire que il faut travailler pour essayer de maintenir le régime au pouvoir et après ça sera leur tour d'aller régner au Congo. Ils sont dans la posture de devenir des ministres. Ils ne visent que de devenir des grands patrons au Congo avec un bagage intellectuel zéro, mais ils veulent aller gouverner. Ils n'ont qu'une seule ambition, c'est d'aller s'enrichir comme déjà ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Et ils sont prêts aujourd'hui à nous éliminer si nous partons au Congo avec eux, de nous poignarder par le dos. La continuité du pouvoir, c'est cela leur vision. Donc vous voyez que, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, le rôle de cette diaspora dans ces 5 missions qu'on leur a donné, l'objectif demeure le même: conserver le pouvoir dans le clan, conserver le système parti qu'on le travail, conserver le système PCT. Et c'est quoi les conséquences? Les conséquences, c'est que si les vrais résistants n'ont pas assez de reins solides, ils vont se décourager. Ils vont certainement se dire que ce combat dure trop, alors qu'ils croyaient que c'était un combat qui pouvait simplement aller à 2 ans. Et nombreux qui n'ont pas pu résister sont tombés, comme d'ailleurs certains ici au Canada, qui sont allés faire l'allégeance au régime du tyran du Néron tropical, là à l'ambassade du Canada à Ottawa. Certains ont simplement changé de veste, aller soutenir le tyran et de nous parler d'une quelconque élection. Certains pensent simplement qu'il n'y a plus d'espoir, il faut faire allégeance derrière le régime de Sassou. Donc vous voyez, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, les conséquences sont très graves. Au niveau du Congo, nous allons avoir une jeunesse à la perdition, parce que cette jeunesse prenait le modèle de la diaspora comme une référence, comme on a toujours dit que la diaspora demeure une base de données, une référence pour tout un État,
un État qui n'a pas une diaspora intelligente, une diaspora forte, ne peut jamais s'en sortir, surtout le cas de notre État qui est géré par une dictature féroce. Le pays est une prison à ciel ouvert. Vous voyez qu'il faut donc qu'il y ait des élites au sein de cette diaspora qui puissent se lever, bâtir des stratagèmes, des mécanismes pour aller libérer la jeunesse. Les conséquences sont énormes. Ça veut simplement dire que face à un Sassou et un PCT qui ont mené le pays dans une banqueroute économique, qui ont mené l'économie du pays, ce que nous avons l'habitude d'appeler l'apocalypse de l'apocalypse économique, l'Armageddon à la puissance exponentielle économique du Congo, il faut que nous ayons une diaspora d'élite, une diaspora intelligente pour pousser ce régime au bout de rouleau au fin fond des abîmes et donc libérer le Congo. Et ces conséquences sont aussi énormes auprès de nos anciens, éventuellement nos papas, qui sont devenus aujourd'hui des retraités, plus de 4 ans sans paiement de pension, nombre meurt, des étudiants qui n'ont pas de bourse, des universités fracassées, et le système médicalisé fracassé, les écoles inexistantes, bref, les conséquences auront des effets directs sur l'ensemble de la nation, même les multinationales qui opèrent au Congo, face à un pays boulonné par une corruption, dirigé par le chef mafieux Sassou Deni, la racaille politique, la racaille militaire. Donc vous voyez que, chers amis démocrates africains, la diaspora continue à jouer ce rôle-là, avec patience, avec beaucoup d'intérêt. Ce rôle qu'on a donné à la diasporie, de maintenir le pouvoir, mais aussi, il faut dire qu'il y a une partie intelligente de cette diaspora, et qui continue aussi à jouer son rôle pour sortir le pays des abîmes des enfers, pour chasser le tyran, le néron tropical. Voilà un peu, chers amis, ce que l'on tenait à dire par rapport à ce direct. Mais ce que nous voulons dire à nos cadets au Congo, vous devez comprendre que la diasporie aujourd'hui s'est décidée d'accompagner le régime par une forme d'élection en vous présentant des multiples candidatures. Vous savez, ce n'est ni une élection organisée par Sassou avec son opposition dirigée par Nsati Mabiala ou Kolela Mounari qui serait la solution. La solution du Congo ne viendra ni du Parti congolais du travail, ni par une quelconque forme d'élection, mais la solution du Congo viendra dans l'esprit du manifeste. Chers amis démocrates africains, la solution du Congo est dans le manifeste. Les deux versions, française et anglaise, sont là. Le manifeste, une page a été créée, est en ligne. La solution passera par le manifeste. Le Congo est dirigé, est sous la pression militaire des milices de Sassou. Il faut donc détruire ces forces militaires-là pour que nous puissions avoir une armée totalement impartiale qui va jouer le rôle du garant de la sécurité de la République et pour tous les citoyens. Une police faible, affaiblie, incapable de riposter. Ça, c'est quelle police? La police doit être très politique. Mais ici, au niveau de la police, il y a maintenant des partis. Mais comment on va faire? Vous donnez les instructions, les ordres? Non, on ne respecte pas parce qu'on appartient à tel ou tel parti. Non. La police doit être républicaine. Incolore, inodore. Capable de combler. Présentement, même si vous organisez cette élection, tant que ces ministres seront là, rien ne pourra se faire en ce qui concerne les libertés d'expression, les libertés de parole, la circulation des populations et des biens sur l'ensemble du territoire national, tant que nous ferons face à une force armée, une force police, une force gendarmerie. Le manifeste propose la dissolution des forces et des milices de Sassou, la mise en place d'une véritable armée nationale. Ceux qui sont en fonction aujourd'hui seront réévalués sur quelques critères
la condition physique, la probité morale et puis la possibilité d'intégration dans les nouvelles forces de sécurité du pays pour pacifier le pays. La solution du Congo passera par, non pas par la France-Afrique, qui est toujours le problème et qui sera toujours le problème. Pour la France, il faut maintenir Sassou. La solution du Congo ne peut pas se limiter à la France, ni à l'Afrique centrale, ni à l'Afrique francophone. L'Afrique francophone encourage la dictature, n'encourage pas l'émancipation économique, les libertés d'expression, les libertés de parole, la démocratie, le développement. Nous avons besoin des anglo-saxons, des Africains, des Européens, des Asiatiques, bref, l'ensemble de la communauté nationale intelligente et consciente pour nous aider à se diriger. La dissolution des forces des milices de Sassou passera par une résolution des Nations Unies par le biais du Conseil de sécurité. Minimum 40 000 à 50 000 troupes pour stabiliser les violences policières, militaires et de la gendarmerie au Congo. Ces forces-là vont nous aider à stabiliser le pays pendant la période de remaniement des forces de sécurité du Congo. Nous aurons besoin de ce que nous appelons l'Assemblée des Nations Unies, ou ce que nous appelons une grande conférence des Nations Unies sur la paix au Congo-Brazzaville, à l'issue duquel tous les Congolais vont s'asseoir, non pas dans les conditions insécuritaires du Congo, mais ça serait au siège des Nations Unies, où toutes les nations vont nous aider. Les casques bleus seront dirigés au Congo, le désarmement des miliciens de Sassou va se faire à l'immédiat, et c'est en ce moment-là que les Congolais pourront mettre en place une équipe, ce que nous appelons le gouvernement de transition. Tout le pouvoir sera entre les mains de ce gouvernement de transition pour refaire le système démocratique, refaire le système électoral et nous conduire vers des élections libres et transparentes au Congo-Brazzaville. Sassou n'aura aucun pouvoir et ne sera plus jamais à la tête de ce pays parce que, premièrement, il n'a jamais été élu. C'est dans cette vision que nous voyons les choses. Nous ne voyons pas les choses à travers une élection ou dans les deals organisés dans le palais de l'Élysée qui va continuer à nous engloutir. Le gouvernement de transition va promouvoir la mise en place ce que nous appelons de la force économique qui va être selon l'esprit du manifeste. Donc, le concept du fédéralisme, c'est-à-dire les ressources naturelles qui sont tirées des ressources et des sous-sols des régions ou des départements profiteront aussi à ces départements. On ne peut plus accepter que les ressources naturelles du Congo ne puissent bénéficier qu'à un clan, qu'à une famille ou à eux seulement. Le pays doit être construit d'une manière équitable. Les ressources naturelles vont profiter énormément aux régions, aux départements où éventuellement les ressources sont retirées. Nous procéderons par le recouvrement de tous les fonds du Congo qui ont été volés. Et ça, c'est à l'immédiat. Le cas Sassou Nguesso Christelle Denis, Bouya Jean-Jacques, Ondongo Gilbert, bref, tous les faucons de ce régime qui ont déboulonné les caisses de l'État, qui se sont lourdement enrichis, personne ne s'échappera. Les recouvrements des fonds du Congo se feront. Et éventuellement, ces fonds vont nous permettre de mettre en place une banque agricole pour booster l'économie à la vitesse grand V, refaire les universités et booster le département d'agriculture avec cette faculté d'agriculture que nous avons pour emmener en bien les opérations d'agriculture au Congo, en collaboration avec la banque agricole, financer les projets des jeunes entrepreneurs parce que ce sont les entrepreneurs qui créent des emplois, redonner la force économique à 51% aux Congolais
il peut booster le domaine touristique au Congo-Brazzaville. Telle est la vision que nous avons pour le Congo. Le reste, vous pouvez encore aller le regarder, par la création des gouvernements, ce que nous appelons le ministère d'éthique et de la déontologie, qui sera là éventuellement pour éliminer les conflits d'intérêts et redresser éventuellement la vision dans le comportement des administrations au Congo-Brazzaville. Voilà un peu ce que nous tenons à dire. Et sans l'esprit du manifeste, rien ne se fera. Ce sera que le chaos. Ceux qui ont volé l'argent vont continuer à demeurer dans la liberté. Les fonds du Congo vont demeurer dans les bunkers personnels. Et le peuple va continuer à pleurer. Les hôpitaux ne seront jamais construits. Les écoles non plus. Ne comptez pas sur cette fameuse université dont des jeunes qui n'ont pas de vision vous parlent de l'université Sassou Nguesso. Ce n'est qu'un éléphant blanc qui va s'écrouler dans peu de temps. Nous en sommes convaincus que ils sont en train de parler de ça, de l'inaugurer, pour des raisons électorales. Parce qu'ils n'ont plus de sujet à apporter. Ils vont certainement vous endormir avec ça. Ça ira nulle part. Quel est l'enseignant qui viendra enseigner là sans être payé? Où trouveront-ils l'argent pour financer ces universités? Le Congo est en banqueroute, chers amis. Vous ne savez pas? Là, il est en train de négocier 50 milliards de fonds CFA au Tchad. Même les Tchadiens ont dit non. Ça, c'est Sasser Congo qui le dit. Vous voyez que vous ne pouvez pas vous en sortir. Les miliciens aujourd'hui qui sont derrière Sassou, la plus grande partie, la première couronne de sécurité de Sassou, ce sont des étrangers, des Centrafricains. Ils sont tous payés avec des faux billets. Ils ne peuvent pas utiliser cet argent nulle part ailleurs. Et ce n'est que dans les pays de l'Afrique centrale où nous vivons une forte corruption, où les faux billets circulent. Et ça, l'employeur de Sassou est informé. Le palais de l'Élysée qui joue le jeu. Ne comptez pas sur les Français. Ne comptez sur aucun blanc. Comptez sur vous-même, peuple congolais. Battons-nous pour libérer notre nation. Bon, on va rapidement vous passer une information. Vous savez que Mikolo Lydia Jacqueline, ministre de Sassou de la Santé, est invité de passer l'interview, ce que nous appelons un webcast live. Ça va se tenir demain, le 22 juillet 2020, entre 5h PM et 6h PM Eastern Time, dans l'heure de l'Est. Et ce web-là est organisé par ce que nous appelons Africa Healthcare Federation. Donc, il y a eu des invités, comme le docteur Joseph Bogoufo. Je crois qu'il est le président Association of Private Clinic of Ivory Coast, donc de la Côte d'Ivoire. Monsieur docteur Joseph Bogoufo sera invité. Il y aura aussi le docteur et jeune Aka Awele, qui est ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en Côte d'Ivoire. Et puis, il y a Mikolo Lydia Jacqueline qui sera invité. Le thème de ce qu'ils vont traiter, Leveraging of Partnership, Government and Private Sector. Mais je crois que c'est un média ivoirien qui va le faire, qui va le conduire. Ce qui me fait connecter, c'est pour dire que on a présenté ici Lydia Mikolo Jacqueline, je vais simplement essayer d'agrandir, comme docteur Lydia Mikolo Jacqueline, comme docteur Jacqueline Lydia Mikolo, Minister of Health and Population of the Republic of Congo. Donc, Lydia Mikolo Jacqueline est présentée ici comme docteur. Ça signifie quoi? Ça signifie que les gens du régime Sassou, quand ils parlent à l'international, ils usurpent les titres. À ce que nous sachions,
Lydia Mikolo Jacqueline a étudié à Cuba. Elle avait le niveau, on peut dire, bac plus 2. Elle n'a jamais fait les études de doctorat. Elle est non plus un médecin ou une docteure femme. Mais elle a été présentée ici comme docteur Lydia Mikolo Jacqueline. Ça signifie que c'est bien elle-même qui a donné ce titre-là aux médias ivoiriens. Mais elle n'est pas docteur là. C'est l'usurpation des titres. C'est ça la vérité. Et nous tenons à clarifier ça. Que le média ivoirien qui va organiser ça, ce live webcast, hein, dans le cadre de Africa Healthcare Federation, ce média qui va diriger ce webinaire-là, nous tenons à leur dire, hein, d'ailleurs nous allons publier ça après ce direct, que Mikolo Lydia Jacqueline, ministre de Sassou, de la santé de la population, incompétente, n'est pas docteur. Il s'agit ici de faire le recadrage. Et c'est ça notre rôle dans le système B vitré. Voilà que le régime Sassou passe à l'usurpation des titres. Partout où il passe, c'est la fraude de la corruption. Mais Mikolo Lydia Jacqueline pouvait faire un recadrage là. Mais c'est qu'elle s'est présentée comme docteur. Elle n'est pas docteur. Elle n'a jamais obtenu un diplôme de médecine. Elle n'a jamais exercé comme une femme docteur. Elle n'a non plus le doctorat, ce que nous appelons le PhD. Elle a le niveau peut-être bac plus 2. C'est ça qui est la vérité. Alors donc nous demandons aux Ivoiriens de recadrer. Il y a indiqué levé doctolo. Mikolo Lydia Jacqueline, qui levé doctolo. Alors babika mambo ya luvunu, bakina kuvuna bantu na inza ya mvimba. Kibakile manganga mayele, bakelevé, manganga mayele. Oyo zali likuta monene, baza kubimisa Lydia Mikolo Jacqueline lokola docteur, komba ninga oyo bakozalawa. Bazali bango nyonso ba docteur, yepe ba pisiye titre, il y a docteur, ezali usurpation de titre. Et ça c'est condamnable devant la loi. Et nous tenons à recadrer ça. Voilà. Merci d'avoir suivi le direct. Au nom de Tata Simon Kimbangu, le cardinal Émile Beyenda, Monseigneur Eros Kombo, Augustin Kalakala, Maître Ambroise Malonga, Régis Batola, Bruno Osebi, les disparus du beach de Brazzaville. On ne va pas oublier le génocide à Ikongono, le génocide dans le Poul, ceux qui ont disparu le 4 mars 2012, les 570 Congolais, le grand génocide dans le Poul, le capital de décès du Néron tropical, le tueur de Noirs, Sassou Denis. Plus d'1 million de Noirs que ce type a sacrifié. Je ne veux pas oublier l'esprit de mon père, ma mère, mes frères et ma sœur, sans pourtant oublier les grands mages, Lassi Zéphirin, Tata Ndundu et tous les autres mages du Congo. Souvenez-vous, n'a qu'à regarder des photos. Allez-vous regarder ce qu'ils ont appelé le musée Maluango et faites la comparaison avec le musée Savoyen de Brazza. Vous comprenez qui est donc fou? Nous ou c'est Sassou? Allez-y regarder le musée Maluango. Nous allons mettre les photos tout à l'heure et comparer avec le musée Savoyen de Brazza. C'est-à-dire celui-là qui a violé les femmes Téké, qui a brutalisé nos ancêtres de Brazza. Il mérite les honneurs les plus absolus, mais nos ancêtres, Maluango, là où sort le pétrole de Kwilu, allez-y regarder ce musée, vous allez rire. Maluango, là où sort le pétrole du Congo. À bon entendeur, salut. Le peuple gagne toujours, la lutte continue. Ingeta, à la prochaine, chers amis. Au revoir.